Evan Silver se tenait sous les lumières vives de la scène en 2024, débitant des blagues devant des milliers de fans. Mais quelque chose avait changé. Même ses propres enfants ne riaient plus de son humour comme avant. Ces jours-ci, chaque fois qu'il essayait de créer un lien avec eux, il penchait la tête et demandait « C'est un sketch, ça ?» Comme si chaque tentative de vulnérabilité n'était qu'une autre mise en place comique. Des années plus tôt, en 2014, il avait surpris le public à la télévision nationale lorsqu'il avait confié à un journaliste qu'il se situait peut-être quelque part sur le spectre autistique. « Mon cerveau fonctionne différemment », avait-il dit. Et maintenant, à 71 ans, ces différences semblaient plus prononcées que jamais. Son dévouement à la routine frisait l'obsession. L'espace entre lui et sa famille s'élargissait centimètre par centimètre. Ce qui arrivait au colosse tranquille de la comédie surprenait même ceux qui pensaient le connaître le mieux. Evan Silver est né le 29 avril 1954 à Brooklyn, New York de Maurice, et Leila Silver, deux personnes portant des histoires façonnées par l'exil, les conflits et des traditions séculaires. Son père Maurice avait fui la Hongrie après la Seconde Guerre mondiale et gagnait modestement sa vie comme peintre en lettres. Ce qui le distinguait vraiment cependant, c'était son don particulier pour l'humour. Pendant la guerre, il collectionnait les blagues comme des reliques, les rangeant dans un tiroir mental qu'il ouvrait plus tard à table. Chaque repas devenait un espace de répétition. Maurice lançait des blagues de l'armée et de petites observations étranges qui provoquaient des fous rires en famille. Leila, la mère d'Evan, descendait d'une lignée juive syrienne. Ses parents, Hanan et Hava, avaient fui Alep en 1917, faisant partie de cette vague d'immigrants estampillés comme turcs à leur arrivée. Ce mélange improbable, la ténacité hongroise d'après-guerre et l'art du conte ancestral du Moyen-Orient, a formé le scénario invisible avec lequel Evan a grandi. Il a passé son enfance à Massapequa, Long Island, aux côtés de sa sœur aînée Naomi. L'humour n'était pas simplement apprécié, c'était une question de survie. Son arrière-grand-mère Jamila Dayan faisait remonter son ascendance à une lignée rabbinique, descendant soi-disant du roi David, ajoutant un fil mythique à son enfance, par ailleurs banlieusarde. Evan n'a jamais oublié cette ascendance. Ce n'était pas dramatique, mais cela avait du poids. L'atelier de son père Silver Signs était plus qu'un commerce, c'était un atelier pour l'imagination. Evan y restait des heures dessinant rêvassant et faisant des blagues sur des appareils défectueux ou des voisins excentriques. L'une de ses enseignes, Crash de l'eau sans blague, devint une sensation locale. Les clients en voulaient des copies. Cette réaction des étrangers riant de quelque chose qu'il avait créé s'est logée au plus profond de lui. Ce n'étaient pas les applaudissements qu'il recherchait. C'était le frisson de dire une petite chose exactement de la bonne manière. À la maison, Maurice incitait ses enfants à observer les bizarreries de la vie et à rire de ses absurdités, et peut-être à en tirer quelque chose de significatif. Les membres de la famille ont plaisanté pendant des années en disant que Silver Signs avait été immortalisé dans la sitcom d'Evan caché dans un plan d'arrière-plan comme une empreinte digitale du passé de son père. Massapequa n'était peut-être pas célèbre, mais elle avait donné à Evan tout ce dont il avait besoin, un humour pince sans rire, une rivalité silencieuse avec Naomi et une obsession pour les petits détails que la plupart des gens manquaient. À 8 ans, Evan était consumé par la comédie comme d'autres garçons l'étaient par le baseball. Il veillait tard pour regarder The Tonight Show imitant la cadence et le timing d'artistes comme Buddy Halper, qui devint une idole précoce. Sa chambre se transformait en une scène miniature. Il tenait un fichier de blagues, des pages de notes manuscrites remplies de chutes encore balbutiantes. À 10 ans, il disait, à qui voulait l'entendre, qu'il prévoyait de devenir humoriste. Ce n'était pas une phase, c'était une démarche calculée. Il répétait devant le miroir, ajustant les pauses, resserrant le phrasé, testant les rythmes. Ce n'était pas un jeu d'enfant mignon, c'était un entraînement. Le lycée n'a fait que l'affûter. Au lycée de Massapequa, il rejoignit le club de théâtre, mais méprisait les scripts statiques. Il improvisait des répliques glissant des blagues dans des scènes sérieuses. Les professeurs le grondaient. Les élèves l'adoraient. Dans une pièce, il lança une phrase sur le pain de viande de la cafétéria qui fit exploser de rire le public le soir de la première. Cela n'avait pas été répété. Cette spontanéité le grisait. Il continuait de plier la réalité pour en faire de la comédie. Au-delà des murs de l'école, il se produisait lors d'événements et gagna rapidement la réputation du gars capable de faire rire n'importe qui.
Cette identité lui colla à la peau. À 16 ans, il passa un été au kibbutz Maor en Israël. La vie y était peu glamour, un flou de corvée et de travail communautaire, mais le melting pot de culture le captiva. Il observa un couple russe se disputer pour une ampoule défectueuse, tandis qu'une famille grecque se chamaillait sur les règles de la vaisselle. Ce n'était pas le contenu qui l'amusait, c'était la manière de le dire. Ces expériences devinrent les premières notes de ses archives mentales. Il fut fasciné par la façon dont des gens de mondes différents s'affrontaient sur des choses triviales. Des années plus tard, ses observations évolueraient en numéros sur les aéroports, les restaurants et les réunions de familles chaotiques. À l'époque, c'était simplement de la curiosité. Les voyages en famille se centraient sur les sites historiques juifs, façonnant son identité culturelle, mais amplifiant aussi les tensions subtiles à la maison. Naomi, son aînée de plusieurs années, recevait plus d'attention. Evan répondait de la seule façon qu'il connaissait la comédie. Il s'était surnommé le fils invisible ou le fantôme de la maison Silver. Les blagues étaient des boucliers. L'humour devint son moyen de gérer la jalousie, la solitude et le désir. Ce style d'observation caractéristique transformait le malaise en quelque chose de désarmant, fut forgé dans ces moments-là. Il apprit à se cacher à la vue de tout silencieux, mais écoutant tout. En 1972, Evan s'inscrivit à SUNY Oswego, attiré par le lac et le sentiment d'évasion. Mais l'isolement le rongeait. Après 2 ans, il fut transféré au Queens College en 1974 pour se rapprocher du cœur battant de la comédie new-yorkaise. Le Queens offrait des cours de théâtre de communication et, plus important encore, des soirées scène ouverte. Il obtint son diplôme en 1976 avec une licence en communication et théâtre. Mais le véritable apprentissage se faisait dans les clubs mal éclairés, une fois la nuit tombée. Durant sa 3e année, il commença à se faufiler dans des endroits comme Catch a Rising Star, observant les comiques vétérans, notant des idées et affinant sa voix. Sa première performance en 1975 fut un échec spectaculaire. Son sketch sur la nourriture d'avion tomba à plat, mais un comique plus âgé, Jay Lerner, l'encouragea à revenir. Alors, il le fit, semaine après semaine. Evan stockait ses blagues sur des bloc-notes jaunes glissés dans de massifs classeurs à soufflet, testant constamment son matériel sur ses camarades et les foules nocturnes. Il construisit des numéros sur les réfrigérateurs des dortoirs, comment celui qui avait l'air le plus propre avait toujours le plus de nourriture volée. L'humour était simple, précis et enraciné dans son obsession de toujours les petits détails négligés qui révélaient tout. Sur les chaussettes dépareillées, sur les gens qui frappent mais n'attendent pas. Ces passages n'étaient pas tape à l'œil, ils étaient petits, mais ils étaient vrais. Il apprit que les moments du quotidien, les frustrations partagées, les petits rituels frappaient plus fort que n'importe quelle chute construite sur l'exagération. Son timing s'améliora. Son ton devint plus précis. En 1976, il n'était plus juste un autre gars essayant de faire du stand-up. Il était quelqu'un à surveiller. Lorsqu'il obtint finalement son diplôme, Kalman, son père, le poussa vers un emploi stable. Jerry essaya. Il rejoignit une agence d'intérim. Ça a duré 1 semaine. Il savait qu'il n'était pas fait pour ça. Il avait besoin de ce micro, de cette foule, de ce risque. Alors, il démissionna. Il commença à fréquenter les scènes ouvertes plus sérieusement. Il écrivait plus, veillait plus tard, se plantait plus fort, se relevait. Il n'y avait pas de plan B. Cette obstination, cette volonté d'être mal à l'aise nuit après nuit, devint la force qui le guidait. Ce n'était pas la gloire qu'il poursuivait, c'était la clarté. En 1976, Jerry Seinfeld entra dans le monde encombré du stand-up avec seulement 5 minutes de matériel et beaucoup de nervosité. Il se retrouva dans les coins enfumés du Catch a Rising Star, un club new-yorkais célèbre pour donner leur chance aux inconnus. Ses premiers cachets lui rapportaient à peine $50. Et certaines nuits, il n'avait nulle part où dormir à part le canapé d'un ami. Il n'avait pas de voiture, à peine des vêtements décents, et les blagues qu'il écrivait portaient sur les habitudes bizarres des colocataires ou l'étrange silence dans les ascenseurs. Mais il continuait de monter sur scène. Parfois 2 fois dans la même nuit. Parfois pour un public de 3 pelés. Chaque set
l'aidait à affûter un style qui ne reposait ni sur les cris, ni sur les jurons, juste des observations serrées livrées avec un timing parfait. En 1977, les propriétaires de clubs commencèrent à reconnaître la précision de son numéro. Il n'était plus seulement un autre comique cherchant 5 minutes. C'est alors que Rodney Dangerfield l'invita pour une émission spéciale sur HBO. Cette unique nuit changea tout. Les gens hors de New York commencèrent à connaître son nom. En 1980, juste au moment où les choses semblaient décoller, il se présenta à une audition pour un rôle dans une sitcom et on lui dit qu'il avait l'air trop typé pour le rôle. Le rejet fut dur, mais au lieu de courir après les contrats d'acteurs, il s'ancra davantage dans le stand-up. Il retourna au club d'improvisation de Bud Friedman et fit du micro sa maison. Ses sets devinrent plus tranchants, plus serrés. Il plaisantait sur les boîtes de céréales, la nourriture d'avion, la raison pour laquelle les gens font un double nœud à leurs lacets. Son refus de se plier au moule d'Hollywood le garda libre. Cela lui permit de devenir la meilleure version de sa propre voix. En janvier 1981, il se produisit dans An Evening at the Improv et fit un numéro sur les demandes en mariage qui fit hurler de rire le public. Un homme achète une bague, fait sa demande nerveusement, et son ami répond « C'est une belle bague, mais ce n'est pas pour moi ». 10 autres passages télévisés suivirent. Puis en mai 1981, il arriva sur le plateau du Tonight Show avec Johnny Carson. Ce soir-là, Johnny rit. Le public se pencha en avant. L'Amérique prit note. Après ça, il n'était plus juste un comique new-yorkais. Il était un nom national. En 1982, son visage apparut de plus en plus souvent dans Late Night with David Letterman. Les sketchs étaient bien rodés, les rires étaient réels. Mais il vivait toujours comme un comique en galère. Les chèques de loyer étaient refusés. Une nuit d'hiver menacée d'expulsion, il mit sa propre montre en gage pour payer le propriétaire. Ce moment lui resta en mémoire. Il dira plus tard que cela l'avait presque brisé, mais que cela prouvait aussi qu'il n'abandonnerait pas après être arrivé si loin. Puis, vint 1987. Il filma Stand-Up Confidential pour HBO. Diffusé le 5 septembre, une blague improvisée sur un postiche laissa le public à bout de souffle. Le buzz était réel. Les producteurs virent en lui plus qu'un simple humoriste de stand-up. Cette émission spéciale lui valut un accord de syndication et ouvrit la voie à quelque chose de plus grand. Cette même année, il rencontra Larry David lors d'un événement comique. Tous deux avaient un amour profond pour les petites choses que les gens ignoraient. Ils restèrent debout à parler de pourquoi nous avons toujours trop de boutons sur les chemises et comment croiser quelqu'un avec qui on est sorti ressemble toujours à un drame judiciaire. Cette discussion devint un pitch, une sitcom sans grandes intrigues, sans arc dramatique, juste les trucs calmes. NBC ne comprit pas. Un mémo disait que le pilote était faible. Les études d'audience disaient que personne ne voulait en voir plus. Mais Rick Ludwin, un cadre de NBC, croyait tellement en l'idée qu'il prit l'argent d'une émission spéciale de Bob Hope pour le donner à Jerry et Larry afin de produire 4 épisodes supplémentaires. Le 5 juillet 1989, The Seinfeld Chronicles fut diffusé. Ce fut un four, mais ce n'était pas la fin. En 1990, ils renommèrent l'émission Seinfeld. Jerry commença à puiser dans la vie réelle. Un jour, il alla dans une boutique de soupe à New York, où le propriétaire virait les gens s'ils ne commandaient pas correctement. Cet homme devint le « soupe nazi », et l'épisode devint légendaire. « Pas de soupe pour vous », se répandit comme une traînée de poudre. Le vrai gars, Al Yeganey, était furieux et jeta un jour Jerry hors de sa boutique pour s'être moqué de lui. Mais l'épisode fonctionna parce qu'il venait d'une expérience réelle, juste assez exagérée pour être drôle. En 1991, Jerry voulut plus de contrôle. Il ne voulait pas seulement jouer, il voulait écrire. Ce n'était pas courant. Les stars ne dirigeaient pas leurs émissions, mais il se battit et gagna. Les scripts étaient réécrits à la dernière minute. Les épisodes devenaient bizarres. NBC s'inquiétait, mais le public adorait. Dans la saison 3, les audiences bondirent finalement dans le top 10. Ces empreintes étaient partout. C'est alors que cela commença à ressembler moins à de la télé et plus à quelque chose de nouveau. Hélène n'était même pas dans le pitch original, mais l'émission avait besoin d'équilibre. Alors arriva Julia Louis-Dreyfus.
Son audition incluait un passage sur les toilettes gênantes des avions. Ce n'était pas dans le script. Elle improvisa. Ce moment scella l'affaire. Elle avait le rythme de Jerry. Elle s'intégra parfaitement. En 1992, l'épisode du concours fut diffusé. Un pari sur qui pourrait tenir le plus longtemps sans se toucher. Mais ils ne prononcèrent jamais le mot. Au lieu de cela, ils tournèrent autour. Des euphémismes comme « maître de mon domaine » devinrent des expressions culturelles. L'épisode était basé sur un vrai concours entre Larry David et ses amis. Il attira 18,5 millions de téléspectateurs la première fois. Lors de la rediffusion, ce chiffre grimpa à 21 millions. Ils valurent un Emmy à Larry et fut désigné meilleur épisode de tous les temps par TV Guide. Malgré le tabou, seules 31 personnes se plaignirent. Jerry poussait à l'authenticité. Le café dans l'émission Monks était basé sur le Tom's Restaurant au 280 Broadway. Ils filmaient l'extérieur à New York, mais reconstruisirent de l'intérieur à LA. En 1993, une grève des scénaristes faillit tout arrêter. Sans script, Jerry s'appuya sur ses compétences de stand-up. L'équipe improvisa. Le style de l'émission devint plus lâche, plus réel. Cette grève la rendit plus vivante. En février 1994, George Costanza devint un faux biologiste marin. Il sauva une baleine en retirant une balle de golf de son évent. Cette histoire fut assemblée quelques heures avant le tournage. Jason Alexander eut 30 minutes pour mémoriser le monologue final. La partie sur la balle de golf vint de Jerry ce matin-là même. C'est devenu l'un des épisodes les plus revus de l'histoire de la syndication. En 1998, Seinfeld négocia $1 million par épisode. Cela fit de lui l'acteur le mieux payé de la télé. L'émission coûtait jusqu'à 3,5 millions de dollars par épisode à produire. Son gain personnel atteignit 267 millions de dollars syndication incluse. Mais il ne se reposa pas sur ses lauriers. Il mentorait les scénaristes, façonnait chaque épisode, poussait chaque détail. L'épisode final fut diffusé le 14 mai 1998. 76,3 millions de personnes regardèrent. La bande alla en prison pour avoir enfreint une loi de non-assistance à personne en danger. Les critiques détestèrent. Les fans étaient divisés. Les spots publicitaires se vendirent $1 million les 30 secondes. Le retour de bâton fut bruyant, mais peu importait. La course était finie. L'émission avait déjà changé la télé. Après la fin, la syndication rapporta à Jerry 267 millions de dollars supplémentaires cette même année. Chaque rediffusion lui rapportait environ 1 million. Il ne fit pas d'autres émissions. Au lieu de cela, il repartit en tournée. Entre 1998 et 2000, ses spectacles rapportèrent plus de 100 millions de dollars en vente de billets. Les fans venaient toujours pour l'entendre décortiquer les boîtes de céréales et les bizarreries des téléphones portables. En 1999, l'humoriste Bill Kirchenbauer accusa Jerry d'avoir volé une blague. C'était sur les cacahuètes des avions. Ils réglèrent l'affaire à l'amiable. Après cela, Jerry organisa plus de 40 000 blagues, les indexant dans des bloc-notes juridiques pour se protéger. Puis vint Comedian, un documentaire de 2002 sur sa reconstruction de son numéro, à partir de zéro. Il montrait un côté vulnérable. Même Jerry devenait nerveux. Même Jerry doutait de lui-même. En 2007, il prêta sa voix à une abeille animée. B-Movie rapporta 287 millions de dollars. Les blagues étaient du pur Seinfeld, mais le format était tout nouveau. C'était absurde ludique et d'un succès inattendu. C'était un spectacle étrange, regarder un président américain en exercice monté dans une Corvette Stingray bleu ciel de 1963 comme si c'était juste un autre matin. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en décembre 2015 lorsque Jerry Seinfeld s'arrêta devant les portes de la Maison Blanche pour filmer ce qui allait devenir l'épisode le plus commenté de Comedians in Cars Getting Coffee. Le plan n'avait jamais été d'aller sur la voie publique. Le Secret Service n'était pas d'accord. Mais ils réussirent quand même à faire une boucle lente autour des terrains de la Maison Blanche. 2 tasses de café, 2 icônes majeures et un mélange très inattendu de politique et de pop culture. Barack Obama ne cilla pas. Il plaisanta sur la façon dont les enfants l'aimaient bien, affirmant que la tranche d'âge 0 à 8 ans le trouvait caricatural. Jerry riait avec lui lançant des pics sur la santé et le football.
Tout cela en négociant les virages, avec ce genre de confiance calme que seul un comique pouvait afficher à côté du leader du monde libre. Le tout semblait trop détendu pour être vrai. Et pourtant, plus de 52 millions de personnes l'ont regardé. Certains s'attendaient à des interviews rigides ou des répliques toutes faites. Mais au lieu de cela, ils eurent droit à des plaisanteries décontractées, des gorgées de café, et même une mention de Between Two Ferns. Pour une brève balade, la Maison-Blanche devint un plateau de comédie. Et tout le monde était dans la confidence. 2 ans plus tard, autre chose prit les fans au dépourvu. Jerry Before Seinfeld sortit sur Netflix en 2017. Mais ce n'était pas juste un autre spectacle. Celui-ci remontait le temps. Jerry se tenait sur la même petite scène où il avait raconté des blagues pour la première fois en 1976, le comic strip à New York. Autour de lui se trouvaient des bloc-notes juridiques jaunes du milieu des années 70, tous empilés, avec ses premières blagues. Des carnets qui ressemblaient à des reliques transformées en chutes, qui fonctionnaient encore. Une blague se moquait de la discrimination envers les gauchers. Une autre demandait pourquoi Superman portait ses sous-vêtements par-dessus son pantalon. Certaines étaient si simples qu'elles ressemblaient à des échauffements, mais la foule riait quand même. Ce qui prit les gens au dépourvu n'était pas seulement l'humour. C'était le fait que Seinfeld avait gardé ses bloc-notes pendant plus de 40 ans. Les spectateurs ne regardaient pas juste un set, ils regardaient quelqu'un retourner à la ligne de départ avec la pleine conscience du chemin parcouru. Les vidéos personnelles, les photos d'enfance et le matériel brut des débuts n'avaient pas besoin d'être polis. Ils signifiaient déjà quelque chose et les fans pouvaient le sentir. Puis vint Broadway. Cela prit même les critiques par surprise. En 2019, Seinfeld rejoignit The Betrothed, une comédie musicale qui comptabilisait déjà plus de 1000 représentations. Mais il ne jouait pas la comédie. Il apparut en invité surprise, saisissant le micro entre les scènes et transformant des moments scriptés en quelque chose de désordonné et vivant. Il interrogeait les gens dans la foule sur les choses les plus bizarres arrivées à leur mariage. Puis, il riffait sur leurs réponses. Pas de filtre, pas de filet de sécurité. Broadway n'était pas fait pour ça. La plupart des acteurs s'en tenaient au script. Jerry s'en fichait. Il apportait le chaos du stand-up et l'entrelaquait dans le rythme du théâtre musical. Certains spectateurs venaient juste pour le voir. Les improvisations devinrent si populaires que le spectacle prolongea sa durée. À ce moment-là, ce n'était même plus une question d'intrigue. Les gens venaient juste pour voir ce qui sortirait de sa bouche ensuite. Quand la pandémie frappa en 2020, tout se figea mais pas à Jerry. Il passa au virtuel avec 23 Hours to Kill, un spectacle diffusé via Zoom qui ressemblait à du stand-up repensé pour les salons. Il n'avait pas de foule en direct, juste une caméra, une scène silencieuse au Beacon Theatre et des rires préenregistrés cousus pour garder le rythme. Les billets étaient au prix de 25 $. Cela pouvait sembler cher pour un stream, mais les gens ont payé beaucoup d'entre eux. Le spectacle rapporta 20 millions de $. Les blagues allaient des batteries de téléphones mortes aux membres de la famille, se tapant sur les nerfs en quarantaine. D'une manière ou d'une autre même, sans une salle pleine de visages, il faisait mouche. Il ajouta même des segments où les fans interagissaient depuis leurs écrans, prouvant que la comédie n'avait pas besoin d'une scène si la voix était claire. Pour l'industrie, c'était un coup de semonce. Seinfeld avait montré que l'on pouvait attirer des foules dignes d'une arène sans siège, sans salle, juste avec du timing et du ton. Puis vint celui que personne n'attendait, Unfrosted. Sorti sur Netflix en 2024, le film prit quelque chose d'aussi banal que l'invention des Pop-Tarts et le tordit en une histoire de crime d'entreprise fictive à part entière. Dans cette version, les géants des céréales entraient en guerre. Post essayait de voler les plans de Kellogg's. Il y avait du sabotage, un scientifique voyou et même des explosions de grille-pain causées par la pression de la vapeur. Ce n'était pas vrai, mais cela n'importait pas. Ce qui importait, c'est que 50 millions de personnes l'ont regardé dans les 7 premiers jours. Seinfeld joua sur l'absurdité, créant une fausse audition au Congrès et transformant un snack de cuisine en urgence nationale. C'était un faux documentaire qui tordait l'histoire jusqu'à ce qu'elle craque. Mais sous la surface, c'était une leçon de maître en narration. Il prit un moment auquel la plupart des gens n'avaient jamais pensé 2 fois et le transforma en spectacle.
Les vrais détails n'étaient qu'une rampe de lancement. Tout le reste était pure invention. Et ça a marché. Mais tout dans sa vie n'était pas drôle. En juin 1993, Seinfeld rencontra Shoshana Lowenstein, 17 ans, à Central Park. Il en avait 39. Elle était encore au lycée. Ils commencèrent à sortir ensemble cette année-là. En 1994, ils étaient en couverture du magazine People sous le titre « Regardez qui est amoureux ». Cela ne déclencha pas l'indignation, cela déclencha la curiosité. Seinfeld dit à Howard Stern qu'il n'avait pas réalisé qu'elle était si jeune. Mais il ne nia pas que la relation avait commencé avant qu'elle ait 18 ans. Elle passa de l'université George Washington à UCLA. 4 ans plus tard, c'était fini. Mais l'écart persistait. 22 ans entre eux. La chronologie fit sourciller à l'époque. Elle le fait encore aujourd'hui. Puis, 20 juin 1998, Jerry rencontra Jessica Sklar. Elle revenait tout juste de sa lune de miel. Mariée depuis 3 semaines à Eric Nederlander. Jessica rencontra Jerry dans une salle de sport à Manhattan. En 4 mois, Nederlander demanda le divorce. Il dit que Jessica l'avait trahi. Il dit qu'il avait été manipulé et pris au dépourvu. Il lui avait offert pour 25 000 $ de vêtements d'Italie. Rien de tout cela ne compta. Elle devint la fiancée de Jerry fin 1999. Ils sont ensemble depuis plus de 25 ans, avec 3 enfants. Mais ce début les suit toujours comme une ombre. C'était désordonné, c'était rapide, c'était réel. En novembre 2014, Jerry dit quelque chose d'étrange à Brian Williams. Il dit qu'il pourrait être sur le spectre autistique, pas diagnostiqué, juste un sentiment. Il dit qu'il pense sur une échelle étendue, qu'il est littéral, que les petites conversations le troublent. Certains le louèrent pour avoir pris la parole. D'autres mirent en garde contre l'autodiagnostic. Les groupes d'autisme en débattaient. Mais pour les fans, cela avait du sens. Son obsession pour la routine, sa précision, son style. Tout collait. Il ne revendiqua pas d'étiquette. Il dit juste que son cerveau fonctionnait différemment. Puis en 2017, il refusa de serrer Keisha dans ses bras sur le tapis rouge. Elle s'approcha bras ouverts. Il recula. 3 fois. Elle s'éloigna, embarrassée. Il dit aux journalistes plus tard qu'il n'aimait pas serrer des inconnus dans ses bras. Le clip devint viral. Les mèmes explosèrent. Certains dirent qu'il était impoli. D'autres dirent qu'il était juste lui-même. Cela collait au récit. Jerry contrôlait le moment. Il le fait toujours. Il n'aime pas le chaos, à moins que ce soit lui qui le crée. Depuis 2001, sa fondation Seinfeld a discrètement fait don de millions pour la recherche sur l'autisme et la protection de l'enfance. En 2020, il donna 5 millions de $ anonymement. Certains dirent que c'était sincère. D'autres dirent que c'était pour redorer son image après les commentaires sur le spectre. Quoi qu'il en soit, l'argent a fait une différence. Il n'en a jamais beaucoup parlé. Il n'en a jamais eu besoin. C'était une partie d'un héritage très complexe. Cet héritage vaut au moins 950 millions de $ en 2025. Certains disent qu'il est déjà milliardaire. L'émission Seinfeld s'est terminée en 1998. Mais les rediffusions passent encore tous les jours. Les accords de syndication ont rapporté plus de 4 milliards de $. Ils possèdent 15% des bénéfices. En 2019, Netflix a payé 500 millions de $ pour les droits de streaming. Chaque fois qu'un épisode est diffusé n'importe où, de l'argent tombe sur le compte de Jerry. Comedians in Cars Getting Coffee et les tournées de stand-up ajoutent des dizaines de millions de plus. Sa fortune n'est pas bâtie sur des spectacles, elle est bâtie sur la répétition. En 2024, il sortit un livre intitulé Hall of Fame. Il était rempli de blagues jamais racontées sur scène, chacune griffonnée sur des bloc-notes juridiques jaunes. Certaines portaient sur le vieillissement, d'autres sur la mort. L'une se moquait des cartes Hallmark qui ne disent rien à l'intérieur. Une autre jouait avec l'expression « yada yada ». Le choc fut que ce n'étaient pas des déchets. Elles étaient tranchantes. Elles n'avaient simplement jamais eu leur moment. Les fans virent le cimetière de blagues, les idées qui avaient presque vécu. Pour Jerry, elles comptaient toutes encore. Depuis 2022, il mentore de jeunes comiques. Il leur montre comment une blague sur Superman de 1976 a nécessité 80 réécritures. Il enseigne la compression. 3 modifications par blague minimum. Il tient un calendrier avec une croix pour chaque jour où il écrit une blague. La plupart meurent. Les bonnes s'élèvent. Son système n'est pas magique. C'est mathématique. C'est du muscle. Ce sont des heures.
En 2023, il révéla un échec parental. Ses enfants, maintenant grands, ne pensent pas qu'il est drôle. Ils demandent « c'est un sketch ça ?» Quand il parle, il dit que les meilleurs moments ne sont pas en vacances. Ils sont à 23 heures en mangeant des céréales. Il appelle la louange le plaisir et la résolution de problèmes les 3 P empoisonnés. Il dit que les enfants ont besoin de lutte, pas de perfection. Il n'essaie pas d'être un père parfait. Il se montre juste petit à petit. Maintenant, en 2025, il se prépare pour une tournée mondiale en 2026. Elle s'appelle Laughing Matters. 30 villes, billets épuisés. Il prévoit de parler de chaussettes, du vieillissement de l'IA et de comment rien ne change vraiment jamais. Il dit que l'IA ne peut pas écrire une blague sur les chaussettes. Il a probablement raison. La scène sera high-tech. Il y aura des invités surprises.